Alors que les gouvernements des 28 demandent toujours plus d'efforts à leur population en temps de crise, impossible de fermer les yeux sur les montages financiers pour éluder l'impôt. Fraude, optimisation ou encore tax ruling, les méthodes pour contourner le fisc sont nombreuses. Mais quelles sont les méthodes pour les combattre? La lutte contre l'évasion fiscale finirait-elle par payer? Nous avons posé la question à Pascal Saint-Amand, le directeur du Centre de politique fiscale de l'OCDE, celui que certains appellent l'homme qui fait trembler les paradis fiscaux. Pascal Saint-Amand, bonjour, bienvenue à cette interview. On vous appelle aussi le monsieur antifraude de l'OCDE. Est-ce que vous faites réellement trembler les paradis fiscaux aujourd'hui? Non, c'est pas le but. Le but, c'est de faire trembler personne, c'est de faire changer les choses. Donc ce que j'aimerais, c'est plutôt qu'on m'appelle le type qui a fait changer les choses, puisqu'on est en train de passer d'un environnement où il n'y avait pas de coopération fiscale entre les pays à un environnement où on essaye d'établir de la coopération fiscale, de manière à mettre fin aux opportunités de fraude fiscale et aux opportunités d'évasion fiscale pour avoir un monde mieux régulé. Il n'y a pas de régulation en matière fiscale, il faut en mettre une en place. Alors fin 2014, on a l'impression que l'Europe entière découvre soudainement ce qu'est le rescrit fiscal, le tax ruling comme on l'appelle communément. Pourtant, c'est quelque chose qui existe, qui est légal. Qu'est-ce qui est réellement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour enrayer un peu cette machine, changer, la rendre plus morale? D'abord, est-ce que l'OCDE parle de morale? Non, on ne parle pas de morale, on parle juste d'un système qui soit efficace et qui ait du sens. Quand vous pouvez mettre tous vos profits dans une juridiction où il ne se passe rien, vous avez juste une société incorporée et au mieux un trustee qui réunit un conseil d'administration une fois par an et que vous y localisez des dizaines, des centaines de milliards de profits. Aux Bermudes, vous avez 2000 milliards de dollars de profits cumulés des sociétés américaines. Il ne s'y passe rien. Est-ce que ça a du sens? Non, ça n'a pas de sens. Donc on essaie juste de remettre du sens à tout ça. Les rescrits, c'était quoi? C'était des pays donnant des sécurités juridiques à des entreprises, très bien, mais qui le faisaient au détriment des autres pays. Alors pour vous, ça veut dire localisation des profits, localisation des activités? Absolument. Il faut mettre fin à ce divorce entre la localisation des profits dans des juridictions où il ne se passe rien, où il n'y a pas de fiscalité, et la localisation des activités dans les États aux fortes juridiques. La question, c'est comment vous allez faire ça? Alors, on a un plan d'action de 15 mesures qui vise à traiter tous les aspects de la question et pas seulement un petit aspect. Il s'agit, dans un premier temps, de réguler les souverainetés fiscales, faire en sorte qu'elles se parlent. Je peux vous donner un exemple très simple. Vous avez aujourd'hui des produits hybrides, ça a l'air très compliqué, en fait c'est très simple. Vous utilisez les différences de qualification entre deux États pour créer un crédit d'impôt fictif. C'est possible, c'est légal. Pourquoi? Parce que les États ne se regardent pas. Mais on va dire à la France et à l'Italie, regardez-vous, pour mettre fin à ce jeu tellement facile des multinationales qui est légal. Et donc, c'est organiser de la régulation, limiter la déduction d'intérêt. On a 5 mesures sur ce volet-là. On est en train de régler les problèmes des instruments internationaux, les prix de transfert qui ne fonctionnent plus correctement, les conventions fiscales qui visent à éliminer les doubles impositions. Elles ont tellement bien fait le job qu'elles facilitent la double non-imposition. Il n'y a plus de fiscalité nulle part. 27% de l'investissement direct en Inde vient de l'île Maurice. Ce n'est pas de l'argent mauricien. Donc il faut mettre fin à ça. Et puis organiser plus de transparence, obliger les entreprises à déclarer leurs montages fiscaux agressifs. Alors plus de transparence, ça veut dire un accord avec tous les États membres. En revenons à l'Union européenne elle-même. Est-ce que cette transparence, est-ce que vous avez l'impression que les pays sont prêts à être transparents? Les pays sont souverains et donc vous avez raison de dire que si un pays n'est pas prêt, il n'ira pas. Sauf que vous avez des jeux coopératifs qui peuvent être négatifs ou positifs. Si une souveraineté fiscale dit moi je n'ai pas intérêt à le faire, je ne le fais pas. Les autres souverainetés fiscales ont la possibilité de prendre des mesures de rétorsion, des mesures unilatérales qui feront plus de dommages à la juridiction qui ne veut pas bouger que d'essayer de tous se mettre d'accord. Et puis on a aujourd'hui une telle pression politique du fait de la crise, une telle approche, en anglais on dit top-down, ça descend du haut, en pluie fine. Eh bien les chefs d'État et de gouvernement, ils savent que la situation actuelle n'a pas de sens, il faut lui redonner du sens. Et donc on a le soutien politique fort des États du G20, des États de l'OCDE, ça représente 90% de l'économie mondiale et ça peut faire bouger les petites économies ouvertes qui auraient un peu des hésitations à savoir si elles doivent bouger ou pas. Vous avez une date à nous donner, la fin du secret bancaire en Suisse a une date précise. Est-ce que pour ça, par exemple, le rêve de Pascal Saint-Amand, c'est quoi? C'est déjà de survivre jusqu'au mois de septembre où on aura les 15 mesures consolidées, on espère qu'il y aura du vrai contenu. Les entreprises ont aujourd'hui compris que les règles du jeu ont changé et elles commencent à anticiper. Elles ne vont pas attendre que les mesures nationales ou les directives soient mises en œuvre. Elles ont d'ores et déjà anticipé et réduit l'agressivité de leur planification fiscale. Pascal Saint-Amand, merci beaucoup. Merci à vous.